Salut, bienvenue sur la chaîne de Nail de 8, la chaîne où on parle biohacking entre autres. Dans ce podcast, j'aimerais un peu t'expliquer mon parcours au niveau de l'alimentation et te dire comment je suis devenu flexitarien. Alors si tu ne connais pas le flexitarisme, je te dirai un peu ce que c'est à la fin, mais je vais d'abord te décrire mon parcours. Acte 1, à ma naissance, ma mère m'a donné le lait. Donc je pense que c'est une des seules fois où on mange naturellement. Le problème avec la conscience humaine, c'est que on est moins dirigé par nos instincts et du coup on n'est pas avec un manuel qui nous dit ce qu'on doit manger ou pas. Et on est moins guidé par nos instincts comme les animaux qui mangent instinctivement ce qu'ils doivent manger. Et nous, à part prendre le nez de notre mère, après ça devient compliqué. Donc je pense que la seule fois que je me suis nourri naturellement, c'était au sein de ma mère. Acte 2, sevrage du lait maternel. Donc à un moment, ma mère a dû arrêter de me donner le sein, mais elle a continué à me donner du lait qui n'était pas maternel, ce qui est en fait une hérésie, parce que nous sommes les seuls mammifères qui continuons à boire du lait après le sevrage, avec tous les problèmes qui en découlent. Bon, maintenant c'est quelque chose d'assez connu, il y a pas mal de bouquins là-dessus. Je vous conseille les excellents livres de Thierry Soucard sur la question. Donc plus tard, à la suite de ces découvertes, j'ai arrêté le lait. Mais voilà, à l'acte 2, donc j'arrête le lait maternel, mais ma mère continue à me donner du lait. Et en fait, j'embrasse le mode de vie de mes parents. Donc c'est l'acte 3, j'embrasse le mode de vie de mes parents et je ne me pose aucune question par rapport à la nourriture. Je pense que c'est l'alimentation, je trouve qu'il y a une analogie entre l'alimentation et la religion. On a un âge où on accepte le mode de vie de ses parents sans se poser de questions, un peu comme lorsqu'ils nous transmettent leur religion, on ne se pose pas vraiment de questions, hein. C'est un peu ce que Nietzsche décrit quelque part, la phase où on est chameau, où on porte tout ce qu'on nous met dessus, sans se poser de questions. Et donc vraiment il y a vraiment une analogie entre l'alimentation et la religion, et la religion dans laquelle vous évoluez va vraiment influer votre alimentation. Dans nos religions judéo-chrétiennes et même musulmanes, on a toujours l'impression que l'homme est le centre de la création et le sommet de la création, et que tout ce qui est autour est à son service. Et ce mode de pensée nous permet donc de nous servir sans vergogne de ce qui est autour de nous. Donc les animaux sont faits pour nous, donc on peut les tuer, on peut les manger, on peut cultiver comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut se servir. La nature est faite pour nous servir et on n'a qu'à se servir. Et les animaux sont là pour nous servir. Et contrairement à ce que dit Montaigne dit qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, mais plutôt une différence de degré. Donc l'homme et l'animal, selon Montaigne, il n'y a pas de différence de nature. Et dans ce cas-là, on doit respecter les animaux. Mais quand vous évoluez dans une religion judéo-chrétienne, maintenant je ne critique pas les religions, hein, chacun a la religion qu'il veut, hein, c'est juste une discussion tranquille qu'on a entre nous. Mais quand on évolue dans une religion dans laquelle on croit qu'on est le centre du monde, il est plus facile de se servir et de ne pas se poser de questions. Tandis que si vous êtes dans une religion panthéiste où Dieu est la nature, vous allez plutôt respecter tout ce qui est autour de vous, les animaux aussi. Ça ne veut pas dire que les monothéistes ne respectent pas forcément les animaux, mais je trouve que certaines religions peuvent plus vous aider à respecter les animaux que d'autres, parenthèse fermée. Acte 4, dans mon évolution alimentaire, il y a eu une rébellion, dans le sens où, un peu comme ce que dit Nietzsche, à un moment, on se rebelle, donc on est comme le lion qui se rebelle, et on veut chercher l'information par nous-mêmes. Donc j'ai eu beaucoup de remises en question au niveau de l'alimentation, beaucoup de lectures, j'ai arrêté le lait, j'ai arrêté le sucre, j'ai diminué fortement les glucides, je suis passé à une alimentation à indice glycémique bas. Donc, le but de ce podcast, c'est pas de vous dire pourquoi j'ai fait ça,
mais juste de vous dire qu'il y a une grosse prise de conscience à un moment et que j'ai voulu tout remettre à plat. Mais j'ai quand même pas tout remis à plat, il y a certaines vérités que je prenais comme vraies et que j'ai pas réussi à bouger. C'est ce qui nous amène à l'acte 5. Là, ce que je dis, c'est comme la prise de la pilule rouge dans Matrix. Donc à un moment, on vous dit, soit tu restes dans ton rêve et tu prends la pilule bleue, soit tu veux sortir de ton rêve et tu prends la pilule rouge. Et moi, le gros tabou que j'ai jamais voulu regarder, c'est le traitement des animaux. Donc pour moi, les animaux, ils étaient faits pour nous, on pouvait s'en servir. Je savais pas qui c'est qui les tuait, ça m'intéressait pas, donc moi, j'allais pas voir dans les abattoirs. Justement, c'est vicieux, hein. Il y a quelqu'un qui tue les animaux pour nous, et nous, on s'en sert et on en mange. Donc à un moment, j'ai voulu me poser la question, mais cette viande que tu manges tous les jours, ça serait bien de t'interroger sur les conditions dans lesquelles on t'apporte dans l'assiette. Donc j'ai décidé de prendre la pilule rouge, alors que j'étais jamais forcément intéressé par la nature, par les animaux, j'avais pas vraiment d'âme écologique, mais je me suis dit, tiens, tu vas te poser la question. Et là, je suis tombé sur l'horreur, en fait. Celui qui s'intéresse un peu à ces questions sait que maintenant, les animaux sont abattus dans des conditions déplorables, sont élevés dans des conditions, que ce soit les poulets, les saumons, les vaches, c'est totalement assez effroyable. Et en plus, on pratique le spécisme, c'est-à-dire qu'on choisit des races qu'on peut manger. Donc chez nous, on peut manger la vache, etc. On ne mange pas le chien. Donc les pauvres vaches pour nous. Dans d'autres continents, on pourra manger du chien, mais pas de vache. C'est vraiment, on choisit l'espèce qu'on a le droit de manger, et on ne se pose pas la question d'où ça vient. Et attention, je fais pas de morale, je vous raconte juste mon cheminement. Il peut être faux, et je vais peut-être évoluer encore, mais je vous raconte mon cheminement. Et donc à partir de là, j'ai vu aussi beaucoup de reportages, j'ai lu beaucoup, j'ai vu le reportage Cowspiracy qui est très très intéressant, si vous ne l'avez pas vu, C-O-W-Spiracy, Cowspiracy. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé la réalité en face, et je crois que c'est Paul McCartney qui disait, si les murs des abattoirs étaient transparents, nous serions tous végétariens. Et donc j'ai commencé à être végétarien, à force de prise de conscience. Et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Je suis passé après à l'étape supérieure, à l'étape végane. Donc j'avais vu des choses sur l'alimentation végane et des argumentaires de végane. Et j'avais entre guillemets embrassé leur cause. Donc maintenant, j'étais pas un militant, mais j'étais devenu végane. Donc végane, c'est vraiment aucun produit animal. C'est-à-dire, vous ne mangez pas d'animaux, mais vous ne mangez pas de produits animaux non plus. Donc, pas de miel, pas d'œufs, pas de choses comme ça. Et voilà, j'avais été convaincu un peu par les arguments véganes. Et bien que n'étant pas, défenseur spécialement de la cause animale à la base, ou n'étant pas spécialement écologiste, il s'est passé un truc très, très, très bizarre. J'étais en paix avec la nature et les animaux. Une fois, je me souviens, je me suis retrouvé en face d'une vache pendant les vacances dans un pré. Et la vache s'est approchée de moi. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais vous raconter. Et puis elle m'a regardé. Je me suis fait un film et puis c'est comme si elle me disait merci en fait. Je trouvais que j'étais en paix avec cet animal. Ça m'a fait penser au film Fernandel, la vache et le prisonnier. Voilà, c'est comme si elle savait que je me nourrissais pas d'elle et qu'on était en paix. Ça m'a fait vraiment très drôle, cette petite anecdote. Ensuite, je suis passé à l'acte 6. En fait, après être vegan, la viande me manquait. J'avais vraiment envie de manger de viande, un bon burger, un bon steak, vraiment eu du mal. J'ai commencé à me sentir faible, en fait, à force d'être vegan. Je trouvais que je devenais faible, et faisant beaucoup de sport, j'ai perdu pas mal de poids et pas mal de force. Mais en même temps, je faisais aussi du fasting. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Et en continuant mes lectures, j'ai vu que tous les véganes prenaient de la vitamine B12. Ils étaient obligés parce que la vitamine B12 se trouvait très peu hors des produits animaux. Et tous les véganes devaient prendre de la B12. Alors, à force de lire ça, je me suis dit peut-être que la nourriture naturelle de l'homme n'est pas végane. Et il faudrait peut-être introduire un tout petit peu de viande. Et à force de réfléchir et d'expérimenter, je me suis résolu
à devenir flexitarien. Donc c'est le dernier acte de ma métamorphose Pokémon. Acte 7, flexitarisme. Le flexitarisme n'est pas vraiment un régime alimentaire, mais plutôt une sorte de philosophie d'alimentation. C'est-à-dire que j'ai réduit fortement ma consommation animale, mais je mange encore un peu de viande, 1 ou 2 fois par semaine maximum. Donc en fait, flexitarisme vient du mot flexible, c'est-à-dire que je suis grosso modo à 90% du temps, je sais que pour ceux qui sont vraiment véganes, ça va rien vouloir dire ce que je dis là, mais bon, moi je me comprends, 90% du temps ou 80% du temps je suis végane, et je m'autorise 1 fois ou 2 fois par semaine à manger de la viande ou des produits animaux. Donc c'est clair, c'est pas parfait, mais si tout le monde faisait comme moi, je pense que la Terre se porterait mieux. Donc maintenant on peut être extrémiste en disant oui, ça sert à rien ce que tu fais, mais moi je trouve que c'est bien, ça me convient, ça me permet de rester en forme, de garder bonne conscience aussi, bien que ce n'est pas parfait. Et aussi, ça me permet de garder un caractère social. C'est-à-dire que quand vous êtes vegan, c'est vraiment très dur, quoi. Au niveau social, c'est difficile. On vous invite à un barbecue, bon, vous ne pouvez pas y aller, ou vous y allez, vous ramenez vos choses. Au niveau social, c'est difficile. Donc, je trouve que le flexitarisme me va bien. C'est la formule qui me convient. Donc maintenant, moi, je ne suis pas prosélyte. Je ne force pas les gens à être vegan, végétarien ou que sais-je. C'est juste mon cheminement personnel. Et voilà, je suis à l'acte 7, je ne sais pas, maintenant je peux régresser, changer, continuer à évoluer, je ne sais pas, mais je voulais juste partager avec toi cette information, parce que justement la manière dont on se nourrit a énormément d'influence sur nos capacités cognitives et sur la personne laquelle on est. Donc les atomes qui nous forment sont issus de notre alimentation, et quelque part, c'est vieux comme le monde, mais nous sommes ce que nous mangeons. Voilà, donc si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas à laisser des commentaires et à partager un peu avec moi tes expériences. À bientôt!